Bon, Barbara, merci d'avoir accepté cette invitation, Mais avec plaisir. de venir nous parler de ton très beau livre qui s'appelle Mon corps est un palais. C'est un très beau titre, les images sont extrêmement belles. Peut-être avant de nous expliquer un petit peu ce qui a motivé cette écriture, le pourquoi, le comment, nous dire un peu qui tu es. Je suis comédienne avant Ouais. tout et je suis metteur en scène aussi. J'ai travaillé énormément pour les enfants. D'accord. J'ai monté mon ASBL en 2003 qui s'appelle l'Arbre à Plumes et ça qui m'a permis vraiment de travailler dans différentes écoles, d'être un peu partout et d'avoir une grande liberté, une autonomie aussi j'ai envie de dire de gestion de groupe et de gestion à l'enfant et quand j'allais dans les classes, quand j'allais dans les écoles, d'avoir un autre rapport qu'un rapport, on va dire, de maître-élève, Ouais. mais plutôt d'amis avec les enfants et de créer ensemble des choses. Donc de là, j'ai travaillé aussi pendant 2 ans au Tilt, qui est une ASBL qui travaille l'animation pour enfants. Et de tout cet univers, les contes sont arrivés vraiment naturellement, j'ai envie de dire, qui découlaient de mon métier de comédienne. Et puis, parallèlement à tout ça, parallèlement à ma vie professionnelle, on va dire, j'avais ma vie spirituelle, qui était le bouddhisme, qui a pris de plus en plus de place. Ça fait maintenant presque 20 ans que je pratique. Ok. Et puis mes enfants ont grandi, même s'ils ne sont pas pratiquants eux-mêmes, mais ils ont vu comment moi je me comportais, en tout cas, comment je gérais les choses, comment je gérais la vie. Et puis il y a quelques années, en 2011-2012, il y a l'Union bouddhiste belge qui a créé ses cours pour les enseignants, pour promouvoir le bouddhisme dans les écoles, en tout cas en vue d'une reconnaissance du bouddhisme dans les écoles au même titre que les autres religions comme la religion chrétienne, musulmane Ok. ou juive. Il y aurait eu le bouddhisme. Et donc je me suis dit oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. D'autant que voilà, je suis en contact avec les enfants souvent. Et puis alors la reconnaissance n'est pas faite pour diverses raisons ministérielles, mais voilà, moi j'ai suivi le cursus jusqu'au bout. D'accord. Et ça m'a vraiment nourri, aussi bien dans ma pratique, mais aussi dans les différentes visions du bouddhisme, des différentes écoles, des différentes traditions, parce qu'il y en a énormément. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de livres pour enfants qui expliquaient le bouddhisme de façon, on va dire, claire sur les principes fondateurs du bouddhisme. C'est ça. Qu'est-ce qu'étaient les 4 nobles vérités, qu'est-ce qu'était l'octuple sentier, celui-ci, qu'est-ce que c'est les consciences, les différents niveaux de conscience, la vie et la mort. Alors effectivement, il y a des contes qui en parlent et qui donnent une vision d'une certaine école, et qui sont plutôt des paraboles, mais il n'y avait pas vraiment de livre didactique, j'ai envie de dire. Ok. J'avais vraiment envie de faire un livre au départ vraiment didactique. Alors, pour qu'il soit attrayant, je l'ai mis autour d'un conte. J'ai essayé qu'il soit le plus généraliste, on va dire, comme ça, dans le sens où je ne voulais pas qu'il soit attaché trop à une tradition. Je voulais que quelles que soient les traditions bouddhistes, on puisse vraiment le lire et l'utiliser comme un outil d'étude, de transmission. Et tout en étant évidemment fidèle à ma propre tradition, ça va sans dire. Et c'est comme ça qu'il est apparu. Il est apparu comme une réponse à tout ce que j'avais envie de communiquer, qui pour moi était vraiment important. Et puis la surprise, c'est que non seulement c'est pas seulement un livre pour enfants, c'est un livre pour adultes, autant que pour les enfants. Et puis la plus belle surprise, ça a été qu'il a été lu et reçu par un nombre incalculable de personnes de différentes religions, pas seulement bouddhistes, et même des gens qui ne sont pas dans la religion du tout, qui sont, j'ai pas envie de dire athées, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a vraiment rien, mais qui sont
recherche de spiritualité différente, on va dire. Ok. Voilà, qui ne sont pas spécialement accrochés à une religion particulière, mais plutôt dans une recherche de quelque chose qui rend la vie un peu plus belle, Ouais. voilà, qui va la transcender, qui va nous ouvrir les yeux vers un nouvel univers. En fait, c'est le même, mais juste qu'on va le regarder différemment. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'occasion, oui, de changer un peu de lunettes. Voilà, exactement, de mettre ce que j'appelle les lunettes à paillettes. Ah, Les roses avec les paillettes et les petites bulles et les plumes. extra. Et par rapport à ta vie, à toi, ton parcours, tu es né avec des parents bouddhistes ou qu'est-ce qui t'a amené vers Alors le bouddhisme? pas du tout, pas du tout. Moi je suis d'origine chrétienne, donc j'ai fait tout mon cursus catholique. J'ai été baptisée, la confirmation, la totale. Ok. Et puis j'ai eu des très belles études. J'ai vraiment, au collège, là où j'étais, j'ai vraiment été très bien nourrie. J'ai beaucoup de gratitude pour les pères que j'ai rencontrés, c'était des jésuites. Et vraiment, cette espèce de questionnement vis-à-vis de soi-même. Et ça, j'ai toujours eu un dialogue avec eux. J'ai énormément philosophie avec les pères qui m'entouraient. Les messes que j'ai vécues étaient des messes de jeunes, où les jeunes prenaient part, où il y avait vraiment une dynamique. Et c'était génial, vraiment. J'aurais pu continuer là-dedans vraiment longtemps. Mais mes 18 ans passés, je me suis retrouvée dans la vie réelle, lâchée en pleine jungle, et j'ai pas retrouvé ça du tout. J'ai pas retrouvé ça du tout. L'église était vide, les prêtres pas du tout disponibles, on ferme madame à 5 heures, pas moyen de dialoguer. Et alors la cerise sur le gâteau, ça a été le Vatican, et la débauche d'argent, de commerce. Je me suis dit non, je pense que le Christ avait un autre message que ça. Avait vraiment un autre message qui est un message d'amour, qui est un message de paix, de fraternité, et pas de acheter mes petites bondieuseries, acheter mon livre à 5 balles, acheter l'eau bénite et je vais vous guérir de tous les miracles. Non, c'est bien plus grand, c'est bien plus beau que ça. Et donc j'ai fait une recherche, vraiment, j'ai dit non, ça je veux plus, ça je peux plus accepter. J'aimais bien le message du Christ, mais je trouvais que ce que l'Église en avait fait était plus juste, que ce soit la culpabilité, que ce soit plein d'autres choses. Je ne pouvais plus être d'accord avec ça. Et donc j'ai avancé, j'ai cherché chez les orthodoxes, chez les protestants, j'ai un peu cherché ailleurs, il n'y avait rien qui me... Voilà, il n'y a rien qui me faisait vibrer, on va dire ça comme ça. Et c'est il y a plus de 20 ans maintenant que voilà, mon fils était tout petit et j'étais au cinéma. J'étais voir Kundun, qui était un film sur le bouddhisme, et je suis rentrée de là en disant c'est ça que j'ai envie de pratiquer, c'est ça que j'ai envie de suivre comme voie. Alors le bouddhisme tibétain, ça me parlait moins parce que je trouvais que ça manquait d'action dans la vie quotidienne, je trouvais ça assez passif. Et la coïncidence de la vie a fait que quand je suis rentrée chez moi, j'avais une amie qui était à une réunion bouddhiste. Je dis quoi, c'est pas possible, c'était une amie que je connaissais depuis toujours. Et puis quand elle est revenue, je l'ai assaillie de questions. Je lui ai dit comment c'est possible, tu es bouddhiste et je ne le savais pas. Elle m'a dit je t'en ai déjà parlé. Elle m'a dit mais non, c'est pas possible. Et de fil en aiguille, bon, alors je lui ai dit raconte-moi tout, explique-moi, enseigne-moi. Et donc elle m'a transmis la loi comme ça. Et ça a tout de suite été vraiment une transformation dans ma vie. Vraiment j'étais à ce moment-là le moment très, très triste, parce que je venais de perdre ma mère, je venais de perdre le père de mon fils, enfin, j'étais vraiment dans les ennuis bien, et ça m'a donné une force, ça m'a donné un élan vital, ça m'a donné une pulsion de vie, ça m'a permis de moi me dresser seule, ça m'a permis d'avoir une clarté, d'avoir des défis, de retrouver l'espoir, de dire ok, ce qui m'arrive, c'est que c'est bien pour moi. Même si c'est difficile, même si ça me paraît une montagne, je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux transformer ça en une victoire. Il n'y a pas de défaite, il n'y a que des victoires dans la vie. Il y a des épreuves qui nous arrivent,
hein, ce qu'on peut appeler le karma, entre guillemets, mais plutôt que de penser que le karma est quelque chose qu'on subit, parce qu'on a fait des soi-disant mauvaises actions dans le passé, ce qui est complètement idiot, je préfère voir ça comme un choix délibéré. On a choisi de faire ça, on a choisi de vivre ça pour pour transformer ça, parce qu'on est capable de transformer ça, et de pouvoir dire aux gens, mais vous voyez, je suis quelqu'un de tout à fait normal, j'ai pas des ailes dans le dos, je suis pas un grand gourou, je suis pas une superwoman, je suis quelqu'un de tout à fait normal, et je peux y arriver. Ouais. Je peux transformer ça. Je peux transformer n'importe quelle difficulté en quelque chose de positif qui va me grandir, qui va me nourrir, qui va me donner de la force et qui va faire que je vais être plus forte après. C'est ça. Donc ça t'a vraiment donné une force. En fait. Ah oui, énormément, vraiment. Moi, il y a quelque chose qui m'aide pas mal à traverser des moments un peu plus délicats. C'est de me dire qu'est-ce que ça veut me dire. Quel est le message que cet événement que je suis en train de traverser veut me dire. Tout à fait. Et c'est vrai que quand on voit les choses dans cette perspective de grandir autrement ou de changer de trajet, l'échec n'est plus un échec en fait, c'est juste quelque chose duquel on ressort grandi en fait. Tout à fait, c'est une expérience de la vie. Ouais. Y avait un enseignement que j'avais reçu et que j'adorais, qui comparait la vie à un jeu vidéo. Alors évidemment pour les enfants c'était parlant parce que dit quand un enfant choisit un jeu vidéo, je sais pas moi, la quête du dragon, hein, pour prendre n'importe lequel, ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Niveau 1, il y a des tout petits monstres et c'est facile, hop, il passe niveau 2, et puis il y a des gros monstres. Et plus les niveaux avancent, et plus il y a des trucs terribles à combattre, des gros boss et des machins comme ça, et il attrape de l'expérience, et il va se réjouir du plus gros qu'il va avoir. Et il se dit, waouh, génial, et cette fois-ci je vais le combattre et je vais réussir, et je vais me challenger pour passer de niveau. Alors évidemment c'est un jeu, mais si on pouvait voir nos difficultés comme un jeu, comme si, celle-là, ça c'est comme une belle grosse vague, comme le surfeur qui va dire, voilà, cette belle vague là, je vais la prendre, je vais surfer avec. Et c'est plus une difficulté, c'est ce qui nous arrive, c'est de dire, c'est que la vie m'offre ça, c'est comment est-ce que je vais le challenger, comment je vais en sortir grandi. Alors évidemment, il y a des challenges qui nous touchent plus, il y a des difficultés qui sont plus dures à challenger, hein. Et ce qui, moi, va me paraître parfois insurmontable, va être très facile pour mon voisin et vice-versa. Et ça peut être des problèmes de cœur ou des problèmes financiers ou des problèmes de santé, peu importe. On a tous notre petite faiblesse, on va dire, ouais. Là où on est quand même un peu pas top, quoi. Et c'est là où on doit travailler, en fait. C'est là où on se dit, bon, ok, mais on a deux choix, soit de voir ça comme une fatalité, et la vie me maudit, et tout le monde est méchant avec moi, et tout le monde m'en veut, et j'y arriverai de toute façon pas, ou se dire, non, au contraire, qu'est-ce que je peux faire pour en sortir? Comment est-ce que je vais trouver des solutions? Et puis surtout, lâcher prise. Mais oui, je voulais que tu en parles un petit peu de ça, Barbara, parce qu'on en parlait tout à l'heure, où tu expliquais qu'il faut essayer d'arriver à ne pas se juger, à ne pas se condamner avec des paroles qui peuvent... On est très dur avec soi-même. Énormément. Hein. Des voix qui sont vraiment là, hyper jugeantes. Et... Comment est-ce qu'on peut arriver à nourrir cette bienveillance envers soi pour justement traverser parfois des moments un peu délicats? Par où on commence? Par où on commence? Par ton livre? Peut-être. En tout cas, c'est un travail, c'est pas facile. Ouais. Ça demande un effort de s'aimer. Quand je travaille même avec les enfants, déjà petits, les enfants ont déjà une mauvaise image d'eux-mêmes. Ah oui. Ouais, pour dire à un enfant, lève-toi et dis, je suis le roi du monde, je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis quelqu'un de puissant, je suis quelqu'un de beau. Je l'ai fait pour des rôles, hein. C'était dans des pièces. Mais pouvoir se mettre debout devant toute la classe et dire, je suis la plus belle, je suis le roi du monde, alors même si c'était un rôle de théâtre, c'était pas facile. Ah ouais. C'est pas facile. Autre exemple qui aujourd'hui encore m'interpelle et je n'ai pas la solution, je ne comprends pas pourquoi.
Si on demande à des enfants ou des ados de jouer une scène de ménage où ils s'engueulent et ils se traitent de tous les noms, pas de souci. Ça va tout seul. Ça coule de source et il n'y a aucune gêne à jouer ça. Ils n'ont pas du tout peur de s'insulter ou de jouer des gros méchants qui vont tuer l'humanité entière. Mais demander à deux enfants ou deux ados de jouer une scène d'amour et de se dire je t'aime face à face, sincèrement, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et je pose régulièrement cette question. Je dis, mais pourquoi? L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Il n'y a pas de sentiment plus beau, plus parfait que l'amour. Pourquoi c'est si difficile de se le dire? Pourquoi c'est difficile de le dire à l'autre? Pourquoi c'est difficile de dire ça à soi-même? Qu'est-ce qui fait qu'on est gêné de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on en est gêné? Alors qu'on n'est pas du tout gêné d'insulter son voisin. Ouais. Je veux dire, pas du tout. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à sortir dans la rue. Voilà, si on prend notre voiture, il y a quelqu'un qui nous fait une queue de poisson, on va tout de suite sortir les grands mots. Ah ouais, il ne sait pas conduire, espèce de je sais pas quoi, chauffard et tout ce qu'on veut, et encore ça en reste impoli. Ouais. Mais on ne remercie jamais tous les autres qui conduisent bien. Jamais. On ne dit jamais merci à tous ceux qui conduisent eux bien. Ouais. Et pourtant, il y en a plus que ceux qui conduisent mal, heureusement. Ouais. Sinon, on aurait encore plus d'accidents qu'il y en a aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'on est toujours attiré vers ce côté négatif? Et en fait, c'est un travail. Je pense que c'est vraiment une discipline. C'est comme un sportif, comme un musicien qui tous les jours, qu'il faut qu'il se mette derrière son piano et qu'il fasse ses gammes. C'est quoi? C'est une question de rituel? Le fait de quotidiennement ça peut être un rituel. De faire certaines choses. Je pense que le rituel peut aider. Il n'est pas obligatoire, mais il peut aider. Un rituel, on a tous des rituels. Je veux dire, se brosser les dents le matin, c'est un rituel. Ah oui, oui, oui. Voilà, se dire mettre ses lunettes en premier ou regarder ses messages sur son GSM, puisqu'on est aujourd'hui dans cette ère-là, ce sont des rituels. Ouais. Les rituels ne sont pas tous des rituels sacrés, d'aller allumer une bougie ou quelque chose. Donc il ne faut pas avoir peur des rituels. Donc effectivement, alors si le rituel est quelque chose qui nous rassure et qui va nous permettre d'ancrer les choses et de nous rassurer et d'avancer vers quelque chose. Donc oui, des rituels, alors dans ce sens-là, oui. Okay. Ça peut être allumer une bougie, ça peut être le matin quand on se regarde dans la glace, quand on se lave ou quand on se brosse les dents, se regarder, prendre 2 secondes et se dire « Waouh, qu'est-ce que je suis beau !» Ah oui, c'est bon à ça. Qu'est-ce que je suis beau! Même si on a des rides, même si on a un bouton sur le nez, on s'en fiche. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis une merveille de la nature. Ouais. Parce qu'on est des merveilles de la nature. Notre corps, alors oui, c'était le titre de mon livre, mais oui, notre corps est un palais. Quelle que soit la forme qu'il a, quelles que soient les maladies qu'il a, quel que soit l'handicap qu'il puisse avoir, notre corps est un palais, toujours. Et même s'il y a des choses qui vont moins bien dans notre corps, il y en a toujours d'autres qui vont bien. Voilà, c'est le paradoxe de l'optimiste, entre guillemets, béat. Mais effectivement, être optimiste, c'est un travail. Et alors, on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'on ne voit pas la réalité? On voit une certaine réalité. On peut voir toutes les réalités. Mais souvent, les gens qui me disent « Ouais, mais tu ne regardes pas la réalité en face, tu vis au monde des bisounours. » C'est des choses qu'on me dit souvent. Si je peux te couper, Barbara, moi tu connais le village des Pruniers, hein? Oui, très bien. Moi, je prends un énorme plaisir à y aller chaque année. Et donc, c'est les enseignements Thich Nhat Hanh. Et j'avais eu un enseignement récemment où il expliquait, c'est comme un champ de fleurs, en fait. Arroser le positif, c'est arroser des graines qui vont prendre de plus en plus de place. Des fleurs qui vont prendre de plus en plus de place. Et je crois que ça rejoint ce que tu dis là. Tout à fait. Quand on arrose les bonnes choses, les mauvaises deviennent de plus en plus insignifiantes en fait. Voilà, alors c'est clair que dans notre monde, il y a des choses qui ne vont pas bien, il y a la guerre, il y a la situation économique, la pollution. On peut
on peut se nourrir de ça, puis on peut se nourrir de tout ce qui est beau aussi. Ouais. Et de nouveau, c'est comme tu le disais, c'est l'arrosage sélectif de nos fleurs. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'arroser, vers où j'ai envie de regarder. On a tous envie d'être heureux, je crois. Tous. Oui. C'est le propre de l'être humain d'avoir envie d'être heureux. Donc, comment est-ce que je fais pour être heureux? Quelle est la recette? Est-ce que c'est en arrosant tout le temps le négatif que je vois tout autour de moi, ou est-ce que c'est en arrosant le positif? Je veux dire, tout le monde peut se poser cette question. Il ne faut pas être grand sorcier pour poser cette question-là. Est-ce que ça vaut la peine de regarder des informations en boucle, par exemple? Les écouter une fois. Alors, je ne la regarde pas. Mes enfants en ont une, effectivement, mais je ne regarde pas. Et je finis toujours par être au courant. Mais oui. Je finis toujours par être au courant. Que ce soit par la radio, que ce soit par Facebook, que ce soit par des amis qui me disent que les informations utiles m'arrivent toujours. Ouais. Elles m'arrivent toujours. Je sais, voilà, s'il y a des personnes importantes qui sont mortes, s'il y a, voilà, l'élection présidentielle, je l'ai su. J'ai pas eu besoin d'aller regarder en direct tous les sondages, les machins, les débats. C'est polluant. Hein. Ça me pollue, moi ça me pollue en tout cas. Non, Ouais. J'ai vendu ma télé il y a une petite année. Voilà, et pour moi ça a été une super démarche. Oh, il y a des très beaux films, j'aime bien regarder un beau film avec mes enfants, donc il y en a encore une à la maison, mais voilà, je ne suis pas une accro de ça. Okay. Je préfère, je préfère me nourrir d'autres choses. Okay. Et c'est un choix aussi. C'est vrai que c'est un choix de ne pas écouter ça. C'est conscient. J'ai envie de me nourrir des choses que moi je choisis et pas que les autres m'imposent. Et ça, c'est une démarche, voilà, c'est dire, ok, eux ils peuvent penser ça, pas de souci. Moi j'ai envie de penser autrement. Ouais. J'ai envie de me nourrir autrement, j'ai envie d'apporter aux autres aussi autre chose, une autre vision du monde. Parce que c'est toujours comme les deux faces d'une pièce de monnaie. On peut voir le côté pile, on peut voir le côté face. Et la réalité des choses et des phénomènes de la vie a toujours deux côtés. Et souvent on voit un côté et on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et on peut voir une personne qui fait beaucoup de mal et on ne voit jamais sa souffrance. On ne voit jamais pourquoi elle fait ça. On ne se demande jamais pourquoi elle a agi comme ça. Ouais. Et si on peut avoir ce regard profond de l'autre, d'aller voir pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça, on peut avoir de la compassion tout simplement. On peut regarder l'autre d'une autre manière. Et on peut se regarder aussi soi d'une autre manière. Ouais. C'est dire, voilà, ah oui, j'ai fait des bêtises ou j'ai dit des choses que je n'avais pas envie, mais c'est parce que je souffrais, c'est parce que j'étais pas bien moi-même. Et du coup, j'ai fait parfois souffrir les autres. Alors comme tu le disais tout à l'heure, pas s'auto-flageller en disant oh, mince, j'ai fait ci, j'ai fait là. On n'est pas tout puissant. Ça, c'était une des grandes leçons que j'ai appris au premier, entre autres. Nous ne sommes pas tout puissants. On n'est pas responsable de l'entièreté de la souffrance de l'autre. Même si je fais un acte qui provoque de la souffrance à quelqu'un, il y a des milliers et des milliers de conditions et de causes et de faits que cette personne va souffrir. Je ne suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Alors cette goutte d'eau a provoqué un orage, mais en attendant, je ne suis pas l'entière responsable de l'humanité. C'est un tout. C'est ça. C'est un tout. Et on est tous interconnectés. On est tous unis en fait. Même si on n'a pas l'impression, on interagit tout le temps. Quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, quelles que soient les rencontres qu'on fasse, il y a toujours une interaction, quelle qu'elle soit, aussi minime, aussi futile. Même aller chercher son pain chez la boulangère, la façon dont on y va, la façon dont on va lui acheter son pain, peut avoir une action de paix ou pas, ou d'indifférence, ou de générosité. Mais on peut tous faire l'expérience. Se balader dans la rue en regardant les gens et en leur souriant. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Qu'est-ce que ça va changer dans la leur? Il y a plein de petites expériences comme ça à faire au quotidien, j'ai presque envie de dire. Mais c'est vrai que
voilà, nos pensées, notre petit vélo, là, la petite voix à l'intérieur, elle est souvent là pour nous emprisonner en fait, Ouais. pour pas qu'on ouvre les yeux, pour pas qu'on voit que le ciel est bleu. Ah, le conte l'explique très bien, hein. Vraiment très bien. Si, pour revenir un peu sur le livre, merci pour tout ce que tu nous partages, Barbara, c'est vraiment très riche. Pour en revenir sur le livre, et il y a une petite surprise à la fin, mais ça je vais laisser le soin à ceux qui veulent découvrir de se le procurer pour avoir cette petite surprise. Mais à qui c'est destiné? Et si tu devais vraiment donner quelques, peut-être, tu m'as dit que tu n'étais pas commerciale, Barbara, et si tu devais donner quelques arguments, parce que vraiment c'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose à lire, à relire, à retourner dedans, que ce soit dans le conte, l'histoire, les images. Pour quelqu'un qui se dirait oh, c'est peut-être pas pour moi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est pour tout le monde, Ouais. c'est vraiment pour tout le monde. Il faut pas être bouddhiste, il faut pas être d'une certaine religion pour pouvoir ouvrir ça. Il faut juste accepter de se voir comme un enfant et de se dire on est tous les enfants de quelqu'un. Alors oui, ça ressemble à un livre d'enfant. Mais c'est pas un livre pour enfants, c'est un livre pour tout le monde en fait, c'est pour tout public, c'est pour tous ceux qui veulent aller chercher leur trésor intérieur, pour tous ceux qui ont envie de se chérir, de se faire du bien, de se prendre dans les bras, de se câliner, de se dire ouais, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Et je le mérite. Et je mérite ça pour moi. Je mérite ce bienfait, cette caresse à moi-même. Parce que souvent, on ne s'octroie pas tout ça. Ouais. On se dit non, c'est pour les autres. Ah ouais. et au contraire, là, voilà, c'est vraiment une invitation à aller au meilleur de soi-même. Aller éveiller notre petit enfant intérieur et à lui dire viens voir, c'est trop chouette. Ah, extra, j'aime bien cette image. Pour te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Tu as une page Facebook? Alors, il y a une page Facebook avec mon nom, donc je suis relativement active, on peut vraiment m'envoyer des messages, je réponds toujours. Okay. On va mettre les liens sous D'accord. la vidéo. Et il y a évidemment la page du livre qui existe en français et en néerlandais, donc Mendika met een paleis, c'est entièrement traduit en néerlandais. Il y a la maison d'édition qui s'appelle Édition l'Arbre à Plume, et puis il y a l'ASBL l'Arbre à Plume qui regroupe les différentes activités. Et au-dessus de tout ça, il y a encore un site internet qui vient de voir le jour, qui s'appelle l'arbreaplume.com, tout simplement. L'arbreaplume.com. Voilà. Ok, c'est là qu'on peut te retrouver. Voilà, on peut vraiment me retrouver un peu partout. Super. Sachant que une partie de mes abonnés, enfin je dirais une grande partie, sont des personnes qui souffrent vis-à-vis de leur image, leur poids. Moi j'adore cette phrase, mon corps est un palais. Je trouve que quand on... Rien que le fait de se le dire quotidiennement, tu parlais de l'exemple de se lever, de se regarder dans la glace pendant 2 minutes et de se trouver beau, parce qu'on fait partie d'un tout, que notre corps c'est l'expression de la nature au final, voilà, dans laquelle on est. Donc le fait de se dire régulièrement mon corps est un palais, moi je trouve que ça pousse à avoir une certaine bienveillance envers soi-même, envers ce qu'on mange, comment on nourrit tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message à quelqu'un qui a justement des difficultés à considérer son corps comme un palais? L'image qui me vient, la première, c'est l'image de l'arbre. Si on prend un chêne, par exemple, et qu'on regarde les différentes feuilles qu'il y a tout autour d'un chêne, il y en a de toutes les couleurs, et il y en a de toutes les formes. Il y en a des petites, des grandes, des moyennes, des rikiki, il y en a des crôlés, il y en a qui sont pleines de trous et pleines de taches. Il y en a des énormes. Qui pourrait dire qu'un chêne n'est pas beau? Mais oui. Qui pourrait me dire qu'une chêne n'est pas beau? Vous prenez une orchidée. Moi j'adore les orchidées. Il n'y a pas deux fleurs les mêmes. Il y en a des petites, il y en a des grosses. Il y en a des toutes petites rikiki. Il y en a avec des toutes simples. Et il y en a avec plein de couleurs. Et c'est pour moi une des plus belles fleurs de la terre. Et pareil pour les feuilles, pareil pour tout ce qui est dans la nature. Rien n'est parfait. En fait, on est parfait tel qu'on est.
Il n'y a pas de perfection à avoir, il n'y a pas une image qui est meilleure qu'une autre. Si on a plus de kilos ou qu'on en a moins, parce que l'inverse peut être vrai aussi, il y a toujours quelque chose de beau en nous. Et on est certainement généreux, on a certainement plein de qualités. Et nos parents nous ont donné des choses, évidemment notre corps physique, mais nos qualités mentales, nos aptitudes. Et on peut les remercier pour ça. Pour toutes ces parts de notre mère, de notre père qu'on a tellement aimé, ou de notre grand-mère, peu importe. Et ces parts qu'on a aimées, et celles qu'on aime moins, de leur dire qu'on les aime quand même. De leur dire, ah ouais, ben, c'est vrai, j'aurais bien voulu que mes jambes soient plus minces, ou que j'ai un moins gros ventre, ou je sais pas quoi. Mais je t'aime quand même. C'est comme notre enfant. C'est notre enfant, même si notre enfant se brûlait ou se dévisageait, par exemple, parce qu'il aurait un accident, on ne va pas lui dire tout d'un coup, ben non, je t'aime pas. Au contraire, on va peut-être l'aimer plus. Ouais. On va encore être plus proche de lui. On va encore plus prendre soin. Eh bien, c'est de prendre encore plus soin de ces parties-là de nous-mêmes. C'est vraiment de les chérir. Tu peux peut-être réutiliser l'image que tu expliquais avec le marteau. Oui. C'est tellement... Ça va vraiment dans ce sens-là. Voilà, c'est vrai. Donc ça, c'est un enseignement de Thich Nhat Hanh, donc, qui disait, quand on veut planter un clou dans un mur, et si par malheur le marteau dérape et qu'on se tape sur le doigt, quelle est la première chose qu'on va faire? On va lâcher le marteau et on va prendre son doigt et on va souffler dessus, et puis la main droite va masser la main gauche, et on va regarder si ça va bien. Peut-être qu'on va le mettre sous l'eau, en tout cas on va mettre un pansement. Et à aucun moment, la main gauche ne va dire, espèce de sale main droite, tu m'as tapé dessus, t'es vraiment idiote, et bien maintenant je vais te faire la même chose, je vais te retaper dessus. Et la main droite va directement aller prendre soin de l'autre. C'est naturel, ça va faire de soi. Il ne va pas y avoir de récrimination entre les deux mains, on leur dit, il ne va pas y avoir de bagarre, il ne va pas y avoir de vengeance. Ni de dire, tu vas voir, la prochaine fois, c'est moi qui vais te taper sur le côté. Non, il n'y a pas tout ça. Il y a une naturelle bienveillance entre les deux mains. Ouais. Et que l'un va prendre soin de l'autre. Si c'est la main droite qui s'est blessée, c'est la main gauche qui va prendre. Et tout de suite, et sans attendre, et dans un élan naturel. Et la vie, ça peut être ça. Ouais. Et on peut avoir ça vis-à-vis de l'autre, et encore plus vis-à-vis de soi. Et c'est très important de s'aimer, sinon c'est comme une maison vide, on n'a rien à offrir. Si on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres. C'est impossible. Super. Merci Barbara. Avec plaisir. Pour résumer un petit peu, si on veut se faire vraiment un cadeau, une douceur, comme tu le disais tout à l'heure, une caresse, c'est une très belle façon de nourrir son cœur, nourrir son âme. C'est de plonger dans cette superbe conte, superbe lecture. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Barbara. Avec plaisir. Je rappelle que pour te retrouver, il y a Facebook, il y a le site internet, il y a la SBL. Je mets tout là sous la vidéo. Voilà. Un grand merci. Avec plaisir. Pour ton partage. Et au plaisir de se retrouver avec plaisir. Dans d'autres circonstances. D'accord. Bientôt. Merci beaucoup. Ouais.